Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Il était une fois stress et bien-être. Alors prenez quelques minutes pour imaginer vos funérailles. Votre corps repose au milieu de la pièce dans un cercueil. Eh bien Philippe, figurez-vous, il ne s'agit nullement d'une recommandation pour des seniors. Elle s'adresse en fait à des managers et à des dirigeants d'entreprise. Et cette phrase n'est pas non plus inspirée d'un coach américain, mais en fait de deux sages, Saint Benoît, fondateur de l'ordre bénédictin, et d'un maître du zen vietnamien. S'imaginer mort doit permettre de retrouver l'essentiel derrière l'important, de mettre de côté les fausses urgences, de se recentrer et de ne pas se laisser s'embarquer dans le stress. Le stress, un sujet bien d'actualité. Alors pour nous aider, Corinne, à entrer dans cette thématique, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Olivier Luminet, qui est professeur à la faculté de psychologie de l'Université catholique de Louvain, et également Jacques Schuer, professeur émérite dans cette même université. Olivier Luminet, Jacques Schuer, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, est-ce que vous n'êtes pas trop stressé sur notre plateau? Non, Non. ça va. C'est fort. Ça va. Alors, peut-être une définition du stress, Olivier. Eh bien, le stress, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des aspects objectifs et subjectifs. Donc, c'est clair qu'il y a des événements qui vont être plus stressants que d'autres. Vous avez évoqué les funérailles, et c'est clair que la mort, par exemple, c'est quelque chose qui va stresser les gens. Mais à côté de cet élément objectif, en psychologie, on insiste aussi sur l'aspect subjectif des choses. Donc, on peut constater que certaines personnes vont être très stressées par rapport à un événement qu'on considérerait peut-être de l'extérieur comme relativement anodin. Donc, cette subjectivité entre fortement dans les réactions émotionnelles qu'on va avoir dans certains types de situations. Donc nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Exactement, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables au stress. C'est quelque chose qu'on étudie de plus en plus, cette vulnérabilité individuelle. Donc certaines personnes vont avoir des réactions émotionnelles, par exemple physiologiques, très fortes dans certaines situations, qui vont revenir de manière régulière et qui montrent que le stress va prendre beaucoup plus de temps à s'atténuer. Et comment est-ce qu'on explique en fait ce phénomène du stress? Alors c'est un phénomène adaptatif aussi. Et donc, à court terme, c'est quelque chose d'important. On met toute notre énergie, en fait, pour faire face à une situation difficile. Donc, on concentre notamment notre attention. Tous nos processus attentionnels sont concentrés vers une source de stress, une source de danger, pour essayer d'y répondre le mieux possible. Et là, on voit l'évolution par rapport de l'animal à l'humain. Le stress a été un élément adaptatif de tout temps. Le problème, c'est quand il se prolonge. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir quelque chose de menaçant pour l'individu. Mais il faut bien retenir que dans un premier temps, le stress a des vertus positives et adaptatives. Alors, comment peut-on le gérer en fait? Je pense à le mois de janvier, le mois de juin sont des moments un peu stressants pour une partie de la population de notre pays par les examens. Comment est-ce qu'on peut gérer un stress? Alors, il y a toute une série de manières de gérer le stress. J'en prends un comme ça, qui est la relaxation. Par exemple, être capable à certains moments de sortir de la tension intellectuelle qu'on a par rapport à certains éléments, comme la matière à étudier, va être quelque chose de très important. La relaxation, ça permet de se concentrer sur son corps, de se concentrer sur des sensations corporelles, quelque chose qu'on ne fait plus toujours naturellement, surtout quand on est embarqué dans des préoccupations intellectuelles à un moment donné. Donc la relaxation, par exemple, c'est une manière de gérer son stress, de se sentir mieux, pour ensuite mieux recommencer dans son travail et son étude. Ça, c'est pour l'étude. Mais quand vous êtes en plein examen, par exemple, il y a quand même des étudiants, on voit bien, où ils se mettent à transpirer de manière très forte. Il y a des plaques rouges qui apparaissent au niveau du visage. Comment est-ce qu'on peut gérer au moment où on est en plein dans l'épreuve? Est-ce qu'il y a moyen de gérer cela ou non? Alors, au moment où on est dans l'épreuve, c'est peut-être parfois plus difficile. À certains moments, on peut soit essayer de concentrer toutes ses ressources vers l'objet d'une question. La difficulté, en fait, c'est au moment où l'étudiant cale. C'est le moment critique, je dirais. Il connaît sa matière, mais à un moment donné, il cale. Comment faire pour revenir vers ses connaissances? Et là, une certaine décentration de l'attention peut servir. À certains moments, être capable de penser à autre chose peut aider à revenir ensuite sur le sujet qui préoccupe la personne. Et donc, c'est tout l'art, justement, à certains moments, de prendre de la distance par rapport à un événement qui préoccupe. Et comment est-ce qu'on peut se décentrer? Quand vous dites penser à autre chose, mais quand vous êtes dans le feu de l'action, comment est-ce que vous pouvez-vous arriver à quand même vous décentrer?
Donc c'est une des difficultés, c'est effectivement être capable, en vivant une émotion forte à un moment donné, de se rendre compte que cette émotion trop forte peut empêcher de se concentrer et de faire fonctionner nos facultés intellectuelles. Et donc, c'est une habileté particulière qui peut s'apprendre aussi dans certains cas, de pouvoir ne pas rester concentré sur la difficulté en elle-même et être capable d'avoir des images d'autres éléments qui nous reviennent en tête. Et donc, certaines personnes vont avoir cette capacité, justement, à pouvoir faire appel à certaines images positives, certains souvenirs positifs, qui les aident alors à réguler leur humeur. Parce que le tout, c'est de revenir à un état d'humeur qui permet ensuite de se centrer sur la question qui préoccupait la personne. Alors, vous êtes professeur à la faculté de psychologie, vous êtes un spécialiste des émotions. Où est le siège des émotions dans l'être humain, dans le corps de l'être humain? Est-ce qu'il y a un siège? Alors, donc, au niveau du cerveau, il y a plusieurs zones qui sont importantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines zones sont des zones qui sont similaires à celles qui existaient chez l'animal, alors qu'au niveau du cortex, qui est une partie du cerveau qui est propre à l'être humain, certaines zones aussi vont être activées dans des situations émotionnelles. Et donc, le propre de l'homme, c'est d'avoir un système plus réflexe d'émotion et un système plus conscient. Et donc les deux vont interagir. À certains moments donnés, l'un va dominer sur l'autre. Et chez certaines personnes, l'un va être plus dominant que l'autre. Donc il y en a un qui est vraiment un système protecteur immédiat face à un danger immédiat et l'autre est plus de l'ordre de l'analyse, de la réflexion que l'on peut avoir sur ces émotions. Alors Corinne, comme à l'habitude, vous êtes venue dans vos bagages avec un reportage. Mais oui, alors la première séquence, le stress serait-il la bête noire des entreprises? Est-ce que rentabilité et bien-être sont compatibles dans le milieu professionnel? Nicolas de Genève, lui, il pense que oui, et sa drôle de chaise sous le bras, il va dans les entreprises, auprès des employés, et vous allez voir ce qui se passe. Une entreprise veut de la rentabilité et donc le meilleur de ses employés. Mais comment faire pour stimuler les équipes sans les stresser? Tout est une question de dosage extrêmement délicat et précis, car chaque employé réagit d'une manière différente au stress. Formation, coaching, panière de fruits, massage, les procédés sont multiples pour détendre l'employé et finalement l'employeur. Nicolas de Genève en sait quelque chose. Lui, c'est le massage qu'il pratique en entreprise. Avec sa drôle de chaise ergonomique, il diffuse l'espace de 15 minutes un peu de bien-être et de détente. Alors l'idée, c'est que c'est Ama, donc c'est le kata assis du shiatsu, qui est de l'acupuncture par les doigts. C'est une pratique japonaise. L'idée, c'est que Ama, c'est un massage qui fait plus ou moins entre 15 minutes et 1 heure. Ici, pour les besoins de l'entreprise, on le réduit à 15 minutes. C'est fait sur une chaise qui a été créée par des thérapeutes américains qui sont inspirés de plusieurs voyages, que ce soit en Thaïlande, ou que ce soit en Inde, ou que ce soit dans divers pays, où on pratique le massage régulier. Donc c'est plus des techniques asiatiques, évidemment, puisque les Asiates sont habitués à se masser entre eux. Mais voilà, disons qu'ils ont développé ça d'abord aux États-Unis, vraiment au niveau de l'entreprise, parce que leur idée c'était, en s'inspirant surtout des Chinois, quand ils ont vu les Chinois qui faisaient du tai chi le matin sur des grandes places. Et en fait, ça avait une vraie rentabilité sur le travail de chaque employé. Ils se sont dit, il faut qu'on crée quelque chose qui permette aux travailleurs américains d'avoir plus de rentabilité. Est-ce qu'à l'Université catholique de Louvain, vous bénéficiez de ce genre de massage pour gérer votre stress? Non, à ma connaissance, non. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'une entreprise comme ça prévoit ce genre d'exercice pour ses employés, ses ouvriers? Alors je dirais, il y a du positif, mais je trouve qu'il faut quand même réfléchir aussi à ce genre de pratique pour ne pas être dans une situation où peut-être qu'on pressurise au maximum les employés et qu'en guise de compensation, on dit pour qu'ils tiennent le coup, on va leur donner un petit peu des séances de massage. La question aussi que je me posais, c'est pourquoi dans l'entreprise? Je pense que ça peut être intéressant peut-être de proposer aux employés de pouvoir recourir à différentes techniques, comme le massage ou de techniques de relaxation,
mais est-il vraiment nécessaire que ça se passe au sein de l'entreprise? N'est-il pas préférable que ça se passe en dehors? Je pense que ça peut être important de pouvoir distinguer les deux lieux et peut-être d'offrir à leurs employés la possibilité de le faire à un autre moment, dans un autre lieu, mais avec le soutien de l'entreprise. Alors, on voyait dans ce reportage aussi que quelque part cette gestion du stress et ces massages sont là pour nous aider à retrouver un certain bien-être. Avez-vous le sentiment que la gestion des émotions est une condition nécessaire pour pouvoir retrouver ce bien-être? Je pense qu'une gestion des émotions, une régulation des émotions, on va souvent dire, est quelque chose d'important. Donc, c'est cette capacité qu'on a, grâce à ce fameux cortex, de changer nos émotions. Et donc ça, c'est une faculté vraiment humaine, de pouvoir changer nos émotions, de pouvoir tirer des enseignements positifs de situations très difficiles et très négatives. C'est un exemple de régulation émotionnelle qui est importante. Tout comme ça peut être important quand on vit une expérience émotionnelle très agréable, très plaisante, de pouvoir la maintenir en mémoire ou de pouvoir s'en souvenir après et d'en profiter pleinement. C'est quelque chose qui est aussi très important, de pouvoir profiter pleinement d'un moment d'émotion positive. Alors, Jacques Scheer, de quelle manière est-ce que les religions, les philosophies peuvent nous aider dans cette quête du bien-être? Je pense qu'il est assez clair, on en a donné quelques exemples, que dans toute une série de civilisations asiatiques, il y a des traditions très anciennes, souvent très populaires aussi, de cette gestion. Des émotions, de l'affectivité, du corps, le rapport avec le corps à travers les massages, à travers, bon, sous une autre forme peut-être les arts martiaux, il y a encore des formes de yoga bien sûr. Tout ça n'est pas nécessairement lié de près aux religions, ça fait partie plus largement d'une certaine compréhension de ce que c'est que l'être humain, du rapport entre l'esprit et le corps, du rapport aussi de l'individu avec son environnement, avec l'environnement social, la famille, etc. Vous qui êtes spécialiste des religions d'Orient, avez-vous le sentiment que les religions d'Orient arrivent à mieux gérer le stress, arrivent à mieux accompagner les personnes dans leur bien-être? Alors il me semble que, bon, si on pense au yoga par exemple, il est clair que ce yoga qui n'est pas purement religieux, mais qui se déploie tout de même en général dans un contexte, disons, spirituel, a une très longue expérience d'une certaine manière de se situer par rapport à son propre corps, à ses propres émotions, alors que dans le contexte occidental, dans le contexte chrétien en particulier, on a finalement assez peu travaillé tout cela, me semble-t-il. Et donc il est assez compréhensible qu'aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux, y compris des chrétiens, regardent du côté de l'Asie, regardent du côté de l'Orient, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une certaine sagesse, une certaine tradition qui est toujours florissante et dont nous pouvons bénéficier. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'une certaine compréhension de l'Évangile permettrait également de trouver ce bien-être? Je pense qu'il y a un appel à la simplicité, par exemple, un appel à la confiance aussi, un appel au geste de la vie quotidienne, enfin une attention au geste de la vie quotidienne, à la qualité des gestes de la vie quotidienne, bon, qui me semble tout à fait non seulement compatible, mais consonné, je dirais, avec l'Évangile, même si bon, l'Évangile ne nous donne pas beaucoup de recettes précises pour faire les choses de telle ou telle manière. Mais dans Saint Jean, par exemple, si je prends au chapitre 10, le verset 10, il dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance ». Quelque part, cette abondance de vie, c'est un accomplissement, c'est une réalisation. Donc c'est aussi une quête de bien-être, ou c'est une interprétation? Non, sans doute, mais évidemment, tout ça peut se situer à toutes sortes de niveaux, je dirais, dans la composition de l'être humain, dans la structure de l'être humain que nous sommes. Alors Corinne, vous êtes venue avec un autre reportage encore. Autre reportage, oui. Comment gérer le stress dans la vie de tous les jours? Certains feront du théâtre, d'autres feront encore du sport. Et puis certains, eux, iront à l'intérieur d'eux-mêmes, à la recherche presque de leur âme, en faisant de la méditation, par exemple. La méditation, à Clairland, elle a trouvé un lieu de paix. Et vous allez découvrir, le public y est de plus en plus nombreux. Quel rapport existe-t-il entre l'estime de soi et le stress? C'est simple, l'un ne va pas sans l'autre. Une bonne estime de soi joue le rôle d'ange gardien, tenant les facteurs de stress à bonne distance et repoussant ce que nous estimons inacceptable pour nous-mêmes, une autoprotection en quelque sorte. Mais comment acquérir une bonne estime de soi? Tout naturellement, en étant à l'écoute de soi-même. La méditation zen est un bon moyen pour y parvenir. Comme ici, au monastère bénédictin de Clairland.
Une fois par mois, il se transforme en centre de méditation et d'échange dans la tradition du Zen Rinzai. Bienvenue dans le Zendo de Clairlande. Le zen n'est pas une méthode de relaxation, c'est une méthode vraiment de transformation. Ici, peut-être en Europe, on parle du zen de façon un petit peu légère, on dit soyons zen, etc. C'est malheureusement une grande déformation parce que la vie zen, c'est pas du tout relax, c'est pas du tout relax. Peut-être qu'à force d'avoir vraiment médité longtemps, on se retrouve, on se découvre relaxé. Mais si on cherche la relaxation, il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces. Le zen, c'est vraiment une méthode de transformation intérieure. C'est une façon d'être plus présent à soi-même, d'être mieux dans ce qu'on fait et être en fait. Hein, c'est plus ça que chercher à bien être, qui peut être un résultat parmi d'autres, mais c'est pas nécessairement le but premier de la pratique du zen. Comme moine, j'ai toujours été à la recherche d'un silence intérieur plus profond. Et quand par hasard j'ai découvert le zen, j'ai constaté que pour moi, ça m'aidait beaucoup à approfondir mon silence dont j'avais soif. Et voilà, je continue à chercher ce silence pratiquement chaque matin. Je fais 1 heure de méditation tout à fait silencieuse. Et ça m'aide ensuite pour toute la journée à être plus ouvert, plus éveillé, plus attentif à toute la vie monastique et la vie communautaire que nous devons vivre ici. Jacques Schuer, comme théologien, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces séances de zen? Bien, je suis très frappé par ce que Pierre de Béthune vient de souligner, à savoir que finalement la pratique du zen en particulier, c'est une forme de méditation parmi bien d'autres dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, mais cette pratique du zen comporte finalement quelque chose de très intensif. On doit s'y engager avec tout soi-même. Et on arrive à ce paradoxe que le mot zen dans notre conversation courante finit par ne plus dire quoi que ce soit. Zen, c'est ce qui va tout seul, c'est ce qui va de soi, c'est ce qui permet de se relaxer. Alors que la pratique du zen, si on vit quelque temps dans un monastère japonais par exemple, est quelque chose d'extrêmement intensif, d'extrêmement exigeant et qui doit amener en effet, comme il le dit, à une transformation profonde. Donc je pense que ça peut avoir toutes sortes de fruits, toutes sortes de conséquences, je dirais presque latérales, au sens où on va découvrir on peut redécouvrir grâce à la pratique du zen une certaine paix, une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur. Mais dans d'autres cas, je pense que le zen, au contraire, peut coincer les gens dans une situation extrêmement pénible, parce qu'elle est extrêmement exigeante. On commence à prendre distance par rapport à toute une série de choses auxquelles, dont on perçoit l'illusion, dont on perçoit le côté un peu trompeur, et on n'a pas encore vraiment l'expérience d'une véritable libération. Et alors se passe ce que les textes zen disent dès le début, on peut se trouver dans la situation de quelqu'un qui a en travers de la gorge une boule de métal rougie au feu, une boule de métal incandescente, qu'on n'arrive pas ni à avaler ni à recracher. Donc à ce moment-là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la relaxation. C'est au contraire une expérience très, très fondamentale et très exigeante. Et ce n'était pas du tout en contradiction avec le message de l'Évangile? Alors, dans la mesure où il y a une invitation à découvrir une harmonie intérieure, un équilibre, dans la mesure où, comme le disait Pierre, cela aide à approfondir le silence, par exemple, je pense que bien sûr, il n'y a rien là qui puisse créer de difficultés par rapport à l'Évangile. Maintenant, le zen de lui-même, évidemment, c'est une tradition bouddhiste, et donc il se pratique dans le bouddhisme avec toute une perspective philosophique, toute une conception de l'impermanence, de l'absence de soi, de l'absence d'un sujet permanent. Et donc là, il peut y avoir des questions qui parfois créent des difficultés par rapport à d'autres conceptions de l'être humain, d'autres conceptions du salut, bien sûr.
Olivier Luminet, au niveau de la méditation, pensez-vous que la méditation soit un bon moyen pour la gestion de nos émotions? C'est certainement un bon moyen, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué et qui a de plus en plus de succès. Je dirais que maintenant, on en est dans une situation où ça a tellement de succès qu'il faut presque dire que ce n'est pas la seule méthode. C'est une méthode parmi d'autres et une méthode qui convient bien, encore une fois, à certaines personnes, mais peut-être pas à d'autres. Hein, on a assisté à un engouement vraiment assez incroyable ces dernières années, sur ces 5 dernières années, pour la méditation dans nos cultures occidentales. Alors effectivement, on l'a vu et on vient de l'expliquer maintenant, ça a toute une série de vertus importantes, mais c'est quelque chose d'exigeant aussi, comme vous l'avez expliqué, et donc qui ne va pas nécessairement convenir à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une méthode qu'il convient d'essayer, mais de se rendre compte que si on n'y arrive pas, et que, comme vous l'avez évoqué, dans certains cas, les gens peuvent se retrouver coincés dans une situation qui peut être très angoissante. Ça peut éventuellement dire qu'ils n'en sont qu'au premier stade et qu'ils doivent poursuivre, mais pour certains, ça peut vouloir dire aussi que d'autres méthodes de régulation des émotions pourraient être plus appropriées. Et est-ce qu'il n'y a pas tout un danger, justement, tout un business au niveau du bien-être maintenant? Il y a un véritable business qui se développe au niveau du bien-être, ça c'est clair. Cet engouement vient sans doute aussi du fait que les pressions au travail sont de plus en plus fortes et parfois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a presque l'impression qu'on peut monter, je dirais, les exigences comme si c'était un sas de décompensation et qu'on pouvait s'autoriser comme ça à monter le stress au travail sans cesse parce qu'à côté de ça, les gens pourraient retrouver leur équilibre dans la méditation. Mais il faut quand même faire attention qu'en allant trop loin, on ne va pas nécessairement revenir à l'état dans lequel on était avant. Et donc, ça, c'est un danger, je dirais, de cette évolution. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les émotions font partie de l'intelligence émotionnelle? Et est-ce que les émotions, finalement, l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel, est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Alors c'est quelque chose d'intéressant. Je dirais c'est un peu dommage que le terme intelligence émotionnelle ait été utilisé parce que l'intelligence renvoie à toute une série de choses, à toute une série de connotations. C'est vrai qu'actuellement en psychologie on préfère parler de compétences émotionnelles et ça décrit un ensemble d'éléments qui sont importants, notamment cette capacité à arriver à comprendre ses émotions, à les identifier. Au contraire de la confusion émotionnelle, certaines personnes, dans certaines situations, dans un état de confusion émotionnelle, parvenir à clarifier ses émotions, pouvoir faire la distinction entre différents états émotionnels. Est-ce qu'à certains moments, s'agit-il plus de peur, de tristesse, d'anxiété? C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais qu'il est nécessaire de pouvoir faire. Arriver aussi à utiliser ses émotions à certains moments. Les émotions nous aident à prendre des décisions. C'est quelque chose d'important. Être attentif aux messages émotionnels de notre corps nous permet aussi de mieux avancer dans la vie. Ce sont là, par exemple, 2 formes d'intelligence émotionnelle qui sont très clairement importantes. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir fait entrer dans le monde des émotions et de voir un peu comment quelques pistes qui nous permettent de dépasser le stress qui peut nous toucher. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre chronique du jour. Charles Delay, bonjour. Philippe, bonjour. Quelle est votre humeur aujourd'hui? Pas trop stressé, rassurez-vous. Un peu théologienne. Commençons par une question. Qui est-ce qui succède à Jésus quand il est monté au ciel? On dira Saint-Pierre, puis les papes. Un peu classique comme réponse. Et si on disait plutôt l'Esprit Saint? L'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière, disait Jésus. Alors l'Esprit, il n'a pas de visage dans la Bible. Mais il y a quantité de manières de l'évoquer. Ainsi, le vent. Le vent est invisible, ce qui lui permet d'être partout, comme l'Esprit de Dieu. Et que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas finalement, on peut vivre de l'Esprit comme on peut respirer l'oxygène sans en connaître la formule chimique. Le vent de Dieu planait au-dessus des eaux, dit le commencement de la Bible. Et au soir de Pâques, Jésus souffle sur ses disciples. Et au jour de Pentecôte, un bruit comme celui d'un violent coup de vent survint du ciel. Qui est-ce qui peut capturer le vent, le mettre en boîte? De même pour l'action de Dieu, vouloir lui imposer nos coutumes, nos lois, cela conduit au calme plat. Il y a aussi l'image de l'oiseau, la colombe. Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors l'Esprit, la colombe, il faut s'en approcher tout doucement, parce que si on veut la saisir de force, elle s'envole.
il faut savoir attendre l'Esprit avec patience, et il viendra. Il viendra et comme une colombe, il va donner quelques petits coups d'aile au moment où il se pose pour ne pas blesser le sol. L'Esprit de Dieu n'abîme jamais notre personnalité. Et puis, il y a le feu qui décape, qui purifie, qui réchauffe de l'intérieur, qui illumine, le feu de Pentecôte, qui embrase, qui enflamme les langues des apôtres, et ils peuvent enfin parler en toute liberté. On peut aussi prendre l'image de l'eau. L'image de l'eau, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, disait Jésus. Vous savez, l'eau qui désaltère, qui murmure comme une source. L'eau, symbole de simplicité et d'humilité. Et puis, il y a bien sûr l'huile parfumée, le Saint-Crème. Baptême, confirmation, ordination. L'huile qui pénètre nos corps, qui les nourrit, qui les guérit, qui les fortifie. L'huile qui parfume. Alors voyez, Philippe, l'Esprit Saint nous permet de vivre de la vie de Dieu ici et maintenant, dès aujourd'hui. Oui, dès qu'il y a fût-ce un peu d'amour, il est là. Et quand on sent du plus profond de soi-même le désir d'aller à la rencontre de Dieu et de l'appeler Père à la manière de Jésus, c'est l'Esprit qui nous y invite. Et quand on se sent comme porté plus loin, au-delà de soi-même, qu'on devient audacieux sur les routes de Dieu, c'est encore de l'Esprit Saint que nous faisons l'expérience. Et puis, il nous arrive de passer par des moments douloureux, obscurs. Et cette petite flamme, peut-être vacillante, c'est encore l'Esprit Saint. Cette petite flamme qui nous permet de voir plus loin sur le chemin et de continuer. Alors, vous voulez voir l'action de l'Esprit de Dieu, Philippe? Eh bien, c'est très simple. Regardez tout simplement ceux qui se laissent habiter par lui, et voyez comme ils vivent. Alors voyez que nous accueillons vraiment la force, l'audace, l'Esprit de Dieu. Voilà ce que j'espère. Merci Charles. Et nous poursuivons alors avec notre info agenda. Dans le cadre des septennales de Huy, la lumière s'apprivoise jusqu'au 22 juillet. Kim Il-young est né en Corée. Il est aujourd'hui parisien et dominicain et il expose dans toutes les grandes métropoles. Dans la collégiale de Huy, 60 compositions de plus de 6 mètres carrés vont se déployer. Des céramiques et des chasubles offriront un parcours plus intimiste. Kim Il-young, c'est du grand art sacré aujourd'hui. L'année européenne du volontariat est déjà derrière nous. Mais la plateforme francophone du volontariat, elle, continue plus que jamais à mener ses campagnes. La première semaine du volontariat se tiendra les 21 et 22 juin prochains à Namur. L'occasion de participer à de nombreux débats, animations et conférences sur les enjeux du volontariat, son encadrement ou son accessibilité pour tous. Les renseignements et les inscriptions sur le site www.levolontariat.be. Le mois de mai, mois de confirmation, de communion ou de profession de foi. Et pourquoi ne pas remettre du sens dans les cadeaux que vous comptez offrir à vos enfants et vos petits-enfants? Dans cette Bible en jeu, des récits, des mots cachés, des énigmes et des activités pour s'instruire en s'amusant. De superbes dessins qui donnent vie aux histoires d'Adam, de Moïse ou encore de Jésus. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Alors Corinne, dans 2 semaines? Bien, dans 2 semaines, nous partirons dans les coulisses d'un spectacle, intéressant qui s'appelle Piano Plage. Alors, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.